Ça m'éclaire. Je regarde le tour, je me dis, ce serait peut-être pas mal de passer aussi la parole à la salle s'il y a une question. Parce que... Lire. Alors. Non, non, est-ce que peut-être par rapport aux ateliers que vous avez eu ce matin, vous aviez des questions à poser à l'élite avant d'y répondre, peut-être ou des questions. Oui, je voudrais revenir simplement sur l'ASCO. Ah. On va y aller. Qu'est-ce que sera la SCO5? Moi, je ne fais que d'évaluation de dispositifs. Donc, je ne peux pas aussi. Hein. Par contre, on peut se dire, tiens, il y a des choses qui ont été faites, on a testé, ça marche. Alors, j'ai trouvé que le groupe était très critique sur l'ASCO 4. Et toi aussi. Moi, j'ai vu l'ASCO 4. Je trouvais ça numérique de l'ASCO 4. C'est comme je suis passé à côté, j'ai trouvé ça super bien. Mais je n'avais pas utilisé le numérique. On a maintenant des expériences alors, si on parle de l'ASCO, en Q3 par exemple, de gros dispositifs à l'international, de mise à disposition de visites virtuelles, si ce n'est à distance, ou pas. Pompéi a fait le tour du monde en faisant des expos à quasi 100% numérique. Voilà. Les retours qu'on en a, à part l'effet waouh et l'effet que tout le monde y va parce que tout le monde en parle quand Pompéi est à Paris, il fallait gagner, enfin bref, font qu'effectivement les retours sont plutôt déceptifs et ça marche pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même un besoin il y a peut-être que 3 poteries, mais il me faut 3 poteries vraies. Après, vous mettez-moi du numérique autour, mais en gros, les gens ont quand même besoin d'avoir quelques objets un peu, voilà. Alors, on en parle beaucoup, nous, avec d'autres collègues qu'on a à l'UQAM à Montréal. Là, eux, c'est les rois j'ai 3 boutons, 2 lacets et une paire de chaussures, et je vous fais un musée entier sur les colons. Et c'est leur force d'à partir de peu d'objets de réussir à un narratif énorme. Et ça s'appuie sur une histoire sociale, sur une vision de leur propre histoire aussi qui nourrit tout ça. Mais on se rend compte dans les études, les mémoires qu'on a de nos étudiants, etc., sur le tout numérique, la réception n'est pas si bonne. On préfère avoir un très bon documentaire, un jeu interactif, vaut mieux un Assassin's Creed sur Pompéi, que avoir un musée à visiter. Si je vais dans un bâtiment, les gens sont encore en demande Donc, pour moi, c'est une demande, à mon avis. L'ASCO 7 ne sera pas un tout numérique, ça marche pas. Ouais, mais c'est déjà donc, je sais pas ce que ça sera. Mais je ne crois pas, en tout cas, dans la réception que les gens ont aujourd'hui, je dis pas que dans 20 ans, ce sera pareil. Ce tout numérique en tout cas, il ne correspond pas à l'usage d'aller dans un lieu pour visiter ou connaître quelque chose. C'est un usage qui est plutôt de l'ordre de je suis chez moi, ou on m'emmène dans un lieu qui me permet de visiter à distance. Là, oui. Mais je vais pas dans un musée pour y faire que du numérique. Ça veut pas dire que les gens ne veulent pas du tout numérique. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, ça répond c'est plutôt des retours qu'on a eu sur mon pays, qui nous permettent de mais de la même manière, nous, pour le chronographe, on a du numérique, mais on a, je vous ai présenté juste la version numérique du port. On a aussi une maquette classique, on a les dessins que je parlais tout à l'heure. En fait, on peut aussi faire des idées. L'idée, c'est que chacun a son dispositif. Je pense que le numérique est un dispositif parmi d'autres. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure du parcours, on varie aussi pour pas lasser les publics, pour que chacun trouve sa place, en fait. Donc peut-être que ce sera ça, l'ASCO. C'est la question du sens qui va revenir. Oui, on va se mettre à la place de nos ancêtres et on va vivre ce qu'ils voulaient. Je vais revenir sur les questions d'éthique et de déontologie. Tu rappelais tout à l'heure, Florent, que Irène Gilardot avait présenté en 2018 au colloque qu'on avait organisé à Angers, Nantes Patrimonia. Elle avait présenté Nantes Patrimonia comme un établissement public numérique. Et je trouvais l'analogie extrêmement intéressante. Et je compare avec ce que vous avez montré, les vidéos qui sont sur YouTube, qui présentent une donnée financée par l'argent public. Et de fait, en la déposant sur YouTube, on partage une partie de la propriété et d'investissement public avec le géant qu'est Google. Il nous a montré depuis quelques années, c'est plutôt sécurisant, n'empêche que on rend Google copropriétaire des 2 vidéos que vous avez montrées, d'ailleurs une, il faut passer quelques secondes de pub pour pouvoir accéder. Donc ça pose des problèmes, tu vois, la limite, une technologie qui est plutôt sérieuse, mais dont on partage une partie de la donnée publique. D'ailleurs, c'est hébergé sur des serveurs qui sont sans doute pas sur le territoire français. Qu'est-ce que ça pose des questions? Est-ce que ça pose des questions de droit? Et quand j'ai interrogé le ministère de l'Agriculture il y a 5 ans, je n'ai pas trop répondre à ça. Et dans le même temps, on a Nantes,
qui nous dit, moi je monte un établissement public numérique. C'est intéressant, mais je ne sais pas où ils en sont dans la réflexion, si ils ont fait appel aux technologies américaines, où ça reste Cyberg à Nantes ou en France, sur VH, ou avec des plateformes vidéo souveraines. Voilà. Je ne sais pas qu'on est avant de la débarque, si peut-être des gens qui veulent nous éclairer, non? Il n'y a que moi, mais je n'ai pas la réponse. Mais t'as pas la réponse, ouais. On va voir plus. Juste peut-être pour faire un comparatif, Marie tout à l'heure. Elle se cache au fond. Elle s'est absentée. Elle s'est absentée au fond. Pour la ici à Angers, le modèle, l'image, alors pas tout à fait en haute def, parce que j'ai essayé de zoomer sur la tapisserie, j'y suis pas arrivé. Et c'est Google qui l'a numérisé. Voilà. Donc juste pour reboucler, parce que voilà. Mais parce que les moyens sont là et on va pas lancer le débat de Parce notre que les moyens sont pas là. Microsoft dernière fois. Voilà, je vois que les moyens sont pas là. C'est comme les gens n'ont pas les moyens de faire de la 4K, et ben quand Google vient leur dire, on vous propose de vous le faire, on vous donne des images en échange, et ça, eh ben, il est mis. Eh oui. Il y avait une question. Oui, alors c'est peut-être plus une remarque. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la donnée, ou encore avant, en fait, aux ressources artistiques et documentaires. Et je me dis que si les boîtes auxquelles on fait appel sont très regardantes quand il s'agit de propriété artistique et moins quand il s'agit de nos données, c'est parce que ce sont des données publiques, donc on considère qu'elles appartiennent à tous, mais finalement, elles sont privatisées. Comment faire on disait qu'il n'y avait pas de normes, pas de standards. Pour les archives, si, il y a des normes de description, mais comment on fait justement pour se protéger? Est-ce qu'il y aurait des outils communs à constituer? Des modèles de cahier des charges qui pourraient introduire ces clauses? Voilà, je suis en recherche. Alors les archives, il y a, mais s'il y a des modèles qui existent, là, je les connais pas. Non, c'est un vrai souci. Hein. Les seuls que je connais à être un peu actifs là-dessus, c'est qu'il y a un nombre incalculable d'applications pour faire des parcours de visite en ville ou des choses comme ça qui s'appuient sur les données de Wikipédia. Et là, vous avez Wikimedia France qui, parfois, le service juridique monte au créneau en disant, voilà, attendez, c'est de la donnée en Creative Commons, vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent dessus. Enfin, et donc, il y a tout un modèle de, alors on s'en sert, mais c'est pas ça qu'on valorise économiquement, on valorise notre savoir-faire ailleurs, mais la donnée, elle est publique. C'est un petit bras de fer. Eux, je sais qu'ils ont un service juridique qui est un petit peu actif là-dessus parce que ça touche au fondement même de leur modèle. Mais d'un point de vue plus à l'échelle ou du ministère ou des choses comme ça, pas à ma connaissance. C'est un vrai souci. Il y a peut-être une piste du côté du CNRS. Il y a un dispositif qui s'appelle OCDOR. En fait, le PGD, ça doit peut-être vous parler pour certains, c'est le plan de gestion des données. Lorsqu'on monte un projet, en tous les cas un projet de recherche, on a obligation de définir le plan de gestion de données dans lequel on inclut le modèle qui va gérer les données, la typologie des données et la vie des données, qui inclut entre autres la parentalité, la pérennisation, le stockage à court, moyen et long terme. Le plan de gestion des données permet de se poser toutes ces questions et du coup derrière les données on va pouvoir les partager. C'est le principe de la science ouverte ici, c'est-à-dire que l'ensemble des données peuvent être réutilisées par d'autres, peut-être pour tester, pour se dire bah moi j'ai utilisé ce jeu de données, moi j'ai un autre jeu de données similaire, est-ce que je peux pas comparer les deux? Donc data.gouv.fr marche plutôt bien pour déposer l'ensemble des jeux de données et qui sont ouverts auprès de tout le monde. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'argent public. Voilà. Finalement, en fait, nos données, elles devraient être aussi ouvertes auprès de toutes et tous. Je vais parler là pour mon domaine qui est celui de la numérisation 3D que je connais plutôt très bien. Les livres blancs et cahiers des charges, que ce soit ceux du consortium 3D des humanités numériques, du ministère de la Culture ou par exemple du CMN, du Centre des monuments nationaux, on préconise de conserver les données d'origine, c'est-à-dire si vous faites une campagne de photogrammétrie, vous stockez toutes les photos raster, vous avez accès également aux nuages de points et à la valorisation derrière, c'est-à-dire qu'il y a obligation pour le prestataire de fournir l'ensemble des sources sur tout le cycle de vie et pas juste la vidéo finale. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Après, sur les applications, par contre, là, il n'y a pas encore grand-chose. Cependant, qui dit application de vulgarisation, de médiation, dit forcément corpus de données. Et ce corpus-là, il faut absolument qu'il soit pérenne, ouvert. Voilà. Je ne peux que vous inciter à venir voir les chercheurs, peut-être en sciences du numérique, qui
pourront vous aider parce que, comme je dis souvent, le patrimoine, il est unique, il est authentique. On a beau avoir des méthodologies communes, finalement, chaque objet est différent et il faut adapter la méthode à chaque fois. On peut pas avoir une procédure identique pour toujours fabriquer la même chose, sauf si on fait des avions ou des voitures. C'est pas le cas. Voilà. Et c'est un des sujets sur le BIM dans le domaine architectural. Mais voilà, donc n'hésitez pas, il faut adapter le cas par cas. En fait. Voilà. Clairement, il y a pas de solution. Par contre, soyons vigilants sur nos disques durs. Voilà. Ne stockons pas nos données que sur des disques durs en local, pour plusieurs raisons. La première, tu l'as rappelé, le jour où l'entreprise met la clé sous la porte, ben, vous avez tout perdu. En général, elle vous livre un disque dur, c'est super, mais le disque dur, il y a 10 ans, 15 ans, on était sur Windows 3, je sais pas combien, enfin voilà. Maintenant, c'est encore autre chose. Ça veut dire que si on prend la casquette d'un archiviste, il faut stocker des données, mais du coup, il faut stocker le logiciel qu'on fait, il faut stocker le système d'exploitation, et du coup, enfin voilà, on peut remonter la file très très loin. Ça existe. Maintenant, il y a effectivement un conservatoire des logiciels qui a été ouvert, dans lequel on peut stocker les logiciels au-delà des données. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc le disque dur, il faut pouvoir le stocker derrière. Il y a des serveurs de stockage souverains qui existent en France. Vous avez sûrement entendu parler de la DINU, qui est le service numérique interministériel, qui nous propose maintenant des outils de visio, Grist, enfin du doc, du Word, de la base de données, plein de choses. Du chat également. Arrêtons WhatsApp, hein, c'est fini normalement. On doit tous utiliser chat. Je fais de la pub, mais à partir de 7 ans, je pense qu'on va avoir un gouvernement qui va nous tomber dessus. Voilà. Donc il y a des outils qui existent, il faut en profiter. Et d'ailleurs, il y a 2 semaines, ils ont lancé l'équivalent de Google Drive. Voilà. Ils assurent qu'il n'y a aucune synchronisation sur nos machines, tout est en ligne pour que ça reste sécurisé. Et c'est incroyable. Non, parce que les 2 millions de fonctionnaires y ont accès. Non, mais pour ce qui est dont on disait pour le partager, pour le coup, dans le secteur professionnel patrimonial, il n'y a pas encore trop d'acteurs qui vient utiliser ces outils. Alors que, Il y a des technologies open source, par exemple Nextcloud, par exemple, GetU pour remplacer Ouais. les outils. Mais c'est pas manipulé parce que, pour être honnête, il y en a beaucoup de chez Google et c'est pas pour rien que tout le monde utilise. Un, parce que vous êtes captif. Deux, parce qu'ils sont bien faits. C'est une force de frappe. Et sur les données, il y a les archives, l'Observatoire national de Paris connaît bien dans les années 2000. Ils ont récupéré d'anciennes bases de données Oracle, d'observation, de stockage, etc. Et puis, les licences Oracle de l'époque, ils les ont plus. Les collègues à moi ont cassé le fichier pour aller récupérer les données et Microsoft a attaqué l'observatoire au reverse engineering et ils ont gagné leur procès. Parce que l'observatoire a eu beau dire les données sont à nous, ils ont dit oui, mais l'outil pour les lire, il est pas. Donc vous avez le droit de les garder, vous n'avez pas le droit de les lire. Le problème de la propriété des données et de l'accès aux données, on s'en rend bien compte que quand on est piégé, quoi. C'est un vrai problème. Et qui va jusqu'aux applications. C'est ça qui est assez dingue. C'est pas que la sauvegarde des données de fouilles ou de photos, c'est jusqu'aux applications de vos utilisateurs. Cette question-là ouais. d'autres questions? Vous avez des noms, c'est ça? Ouais, ça va être bon. Est-ce que peut-être vous souhaitez ajouter quelque chose pour pas qu'on reparte frustré? Qui vous c'est Moi, je voulais rebondir sur le sensible. Ça fait une ouverture là, sur l'Asco 5 tout à l'heure. Alors moi, je crois beaucoup à ces expériences-là. Je vous invite tous à venir, vous avez l'occasion, vendredi soir de l'été à Maizet. On met en place une médiation sensible sur les 5 sens. C'est pas une visite patrimoniale, c'est pas une visite historique. Enfin, c'est pas une visite historique, c'est pas une visite, voilà. C'est une visite sensible, c'est-à-dire que les médiateurs racontent la vie du site, font goûter, font sentir, font observer, font toucher la nuit, le lieu. Et on a testé ça l'année dernière sur 4 séances, on a fait complet à 80 personnes à chaque fois. On développe ça plus vendredi de l'été. Les médiateurs sont enchantés de faire cette visite. L'année dernière, j'en avais qui étaient frustrés de ne pas avoir été formés pour le public, les habitants. On a eu des papis et des mamies qui ont pleuré. Voilà, d'émotion, qui redécouvraient le lieu de leurs enfants, etc. Et là, on est sur de l'humain.
ça me coûte de l'humain de médiation, un peu de temps de préparation. Et je pense, enfin, voilà, alors, vu l'expérience de l'année dernière, c'est un carton plein. Donc là, on est sur faire vivre le port au Moyen-Âge, juste par le discours du guide et l'ambiance qu'il y a la nuit à Maizet. Alors après, c'est un savoir-faire que les guides acquièrent, mais et qu'ils se transmettent. Hyper important qu'ils se transmettent. Et sur cette notion du sensible, du faire vivre à la manière d'eux, je pense que c'est fait partie des outils et des moyens de médiation qui vont œuvrer ou émerger, ou en tout cas pas remplacer le numérique, en tout cas apporter autre chose. On est sur l'expérientiel complètement à 100%. On propose la même chose cette année. Voilà. Parfait. C'est pas mal, ils sont pareils. Mais on a une visite sensorielle qui a été proposée une ou deux fois et qu'on va reproposer de mémoire, ça va être les mercredis après-midi pendant l'été. Justement pour évoquer le site, comment il pouvait être à l'époque, mais par la voix, par les sites, etc. Donc je rejoins complètement cette idée-là. Donc c'est pas pareil. Ça se fait déjà en Saumurois, ce genre de visite guidée ou thématique trouble de nuit. J'ai eu le plaisir d'en faire quelques-unes. Ça reste une clientèle assez atypique. Avec l'Office de Saumur, on l'avait fait. Ça marche très bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de communication et les touristes se déplacent la journée. Donc si la nuit, ils demandent une visite, il y en a très peu. Et en plus, enfermés dans les caves, ils ne voient pas trop la différence entre le jour et la nuit. On en a perdu quelques-uns, ils ne sont pas revenus. C'était bien. Là, tu parlais d'honnêteté ou de déontologie, là aussi, je fais du anti-canard. Oui. Et c'est qu'on va faire nos constitutions, par le même problème que nos constitutions au Moyen-Âge, où on va tout faire, mais pas l'odeur. Parce que les gens, en fait, ils vivent ça. Et donc là, on n'a pas envie, et à la fois, on peut avoir des endroits où on en a envie. On a eu le cas des médiations sur les métiers à l'ancienne, sur les hauts fourneaux, et comment faire comprendre aux visiteurs que les gens, ils perdaient leurs doigts. Ici, vous voulez, comment faire vivre ça aux visiteurs sans brûler le tourisme. Mais quand même, pour lui montrer que c'est quand même un petit peu ça. Donc, jusqu'où on va sur cette médiation sensible et pas tomber dans le piège d'une romantisation d'un petit peu une vision fantasmée, poétique, extrêmement agréable à vivre et qui peut être émouvant, qui peut être sombre, et à la fois, on revient sur ce côté, on est sur du réalisme ou pas, et là, c'est toujours pareil, c'est sur la photo numérique, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire et jusqu'où vous voulez aller. Faut pas oublier que saveur et savoir ont la même racine. Donc la transmission des savoirs, elle est importante aussi en y mettant de la saveur. Et juste donner l'exemple de la maison des hommes et des techniques, où les gens qui y vont demandent toujours est-ce que les anciens sont là. Parce qu'il y a ce rapport à homme qui est important pour eux. Merci. Coûte moins cher que le numérique. C'est vrai. Pourtant, on a que je dois cacher, c'est bien bref. Pour les médiatiques, c'est du vrai. Est-ce que pas d'autres questions? Peut-être pour conclure, du coup, merci. Juste, peut-être quelques mots quand même pour synthétiser ce qui s'est dit, puisque on l'a compris, le numérique, c'est à cheval entre science, entre vulgarisation et impact écologique. Ça s'appelle le sujet, mais je pense que ça le mériterait quand même. Voilà. Ça pose des questions de limites, ça c'est évident. On n'a pas parlé des publics et de l'inclusion également. On n'a pas parlé des différentes typologies Non, mais c'est vrai, on peut se le dire, il y a des publics pour qui le numérique c'est vraiment difficile d'accès, tu l'as un peu évoqué. Pour d'autres, la génération zapping, on n'en a pas parlé du tout. Mais alors eux, c'est pire, le casque c'est chouette, mais ils vont tout voir en 2 secondes et ça sera très bien. Voilà, donc le numérique, ça repousse un certain nombre de limites auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et surtout, moi je voudrais dire que le numérique, ce n'est pas une fin en soi. Voilà, c'est juste un média, puisque, comme vous venez de le rappeler, un des enjeux, c'est bien de transmettre les connaissances. Le numérique, ça nous permet peut-être de revivre le passé, mais surtout de se rendre compte de la chance que l'on a de vivre au 3e millénaire, et non il y a 2000 ans quand même. Et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on devrait refaire vivre. Alors, je ne sais pas si c'est l'ASCO 5, mais en fait, c'est plutôt se rendre compte que, pourquoi pas, par le numérique, qui nous aide à se dire « Ah ouais, c'est quand même génial ce qu'on vit actuellement. » Et donc, mon conseil finalement sur le numérique, c'est, je vais reprendre les principes FAIR, que Olivier peut-être connaît, et d'autres, vous connaissez sûrement, qui sont 4 lettres, F-A-I-R, qui sont le principe de base pour la réutilisation des données dans le monde numérique. Visuellement, le FAIR, ça veut dire file dissolve. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on peut
redécouvrir la donnée ou aller la chercher. Le F, on pourrait plutôt l'interpréter comme facile à documenter. Voilà. Ça, je pense que ça serait plus important. Le A, c'est normalement de la donnée qui est accessible. Et moi, je pense que la donnée, elle devrait augmenter, en fait, ce que l'on est en train de faire. Le I, d'habitude, c'est l'interopérabilité, c'est la capacité aux machines de dialoguer entre elles. Mais en fait, on pourrait aussi l'interpréter comme le numérique qui permet l'interconnexion entre nous, entre les humains. Et le R, normalement, c'est refaire. Finalement, le R, ce serait plutôt de pouvoir rejouer, de pouvoir resimuler quelque chose. Voilà. Je pense que faire, essayer de retenir ces 4 lettres, je pense qu'elles sont importantes et elles vont évoluer. Voilà. Merci à tous et puis bon week-end. Merci beaucoup. Merci.